cher ami. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. On va laisser lui-même pour nous se présenter. Alors bonjour à tous, bonjour. Je m'appelle Dario Shevchenko, je suis un nationaliste français. J'ai 29 ans, je suis instructeur de Krav Maga pour les nationalistes français et je suis de religion orthodoxe serbe. Alors si tu veux, je peux peut-être expliquer un petit peu le Krav Maga. Oui, si vous pouvez un peu au niveau de votre travail, le Krav Maga, qu'est-ce qu'il est? Alors le Krav Maga en fait c'est un sport de self-défense qui implique le combat debout, donc pied-point, combat au sol, désarmement contre pistolet, couteau, bâton, etc. Et c'est enseigné par les forces spéciales d'un certain nombre de pays, et les polices, voilà, en France, États-Unis, Royaume-Uni, etc. Voilà. Donc si je dois donner ce résumé-là, ce serait quoi? D'accord. Quelle est ta définition de nationalisme et quelle est ta vision de l'orthodoxie? D'accord, alors c'est une question très importante. Moi en fait je vois la nation, bon pour définir la nation je suis obligé de définir la patrie. Parce que souvent on oppose le patriotisme et le nationalisme. La patrie c'est la terre des pères. Voilà. Et donc le patriotisme c'est l'amour de la terre des pères, donc c'est la défense de la terre des pères. Donc le nationalisme c'est l'amour et la défense de l'esprit des pères. C'est-à-dire que c'est un héritage en fait immatériel, spirituel, métaphysique. La nation, c'est-à-dire c'est la culture des pères, les mœurs des pères, c'est la tradition que les pères nous ont donnée, et c'est tout un héritage en fait, donc immatériel que nous devons défendre. Et pour moi en fait, c'est intéressant que tu parles de la religion avec. Je considère en fait que la religion est une part en fait intrinsèque du nationalisme, c'est-à-dire on peut pas. C'est comme la tradition, on ne peut pas être nationaliste en étant anti-chrétien. Pour moi, ça n'est pas cohérent. Donc voilà, j'ai une définition, on va dire, donc barésienne du nationalisme en disant que c'est l'esprit des pères, la défense voilà, des idées que les pères nous ont transmises. Et j'ai une vision, on va dire, maurassienne, lorsque je considère que le christianisme, en fait, est consubstantiellement lié à la nation, que ce soit dans le cas de la France ou le cas de la Serbie. Alors je peux dire juste pour finir pour t'expliquer à quel point je considère que la nation est quelque chose de fondamentalement, enfin de majeur et quelque chose d'irremplaçable. Le communisme a régné pendant un certain temps en Serbie, en Russie, etc. Le communisme aujourd'hui s'est effondré, le nationalisme est resté, l'amour de la nation est resté, c'est quelque chose, et de la religion. Et en particulier la religion orthodoxe. Ce sont des choses que le communisme n'a jamais réussi à effacer malgré la répression qu'il y a pu avoir. On connaît toutes les répressions qu'il y a pu avoir. Même Staline, pendant l'invasion allemande, lorsque les Allemands ont envahi l'Union soviétique, Staline a tenu, tu sais, son grand discours frères et sœurs, brati sistri, frères et sœurs de la nation et de la patrie. Et il a oublié toute idéologie tavarishite, il ne disait plus camarades, etc. C'était terminé, il n'y avait plus de communisme. Cette fois-ci, ils se sont battus pour la nation. Donc, quand on dit vous êtes nationaliste, donc vous êtes nazi, pour moi, c'est une bêtise, parce que c'est justement le nationalisme qui a vaincu l'ultranationalisme pan-germaniste allemand hystérique, qui était le nazisme. C'est-à-dire si les Anglais, ou si les Russes, ou même si les Serbes ont mis fin à l'occupation nazie, c'est justement parce qu'ils voulaient défendre leur nation, et c'était par nationalisme. Ils avaient considéré que leurs pères, les pères, nous avaient transmis une façon de vivre, des idées, un héritage, et on devait défendre cet héritage contre une armée étrangère qui voulait nous imposer leur propre héritage, donc un autre héritage. Donc c'est uniquement pour ça. Donc Staline, dans son célèbre discours, parlait donc de frères et sœurs, il parlait de tout le patrimoine national russe, hein, même du général Souvorov, etc., enfin de toutes les mythes fondateurs de la nation russe. Voilà, donc c'est intéressant de voir que même des communistes anti-chrétiens et anti-nationalistes, hein, par définition, considèrent en réalité que rien ne peut soumettre la nation et rien ne peut se substituer, rien ne peut remplacer la nation. Donc voilà, maintenant, si tu veux, je peux répondre à la question sur l'orthodoxie, si tu veux bien. Oui. Alors, je considère en effet que, bon, pour moi, l'orthodoxie, c'est la dernière chrétienté, la seule chrétienté debout. L'orthodoxie, bon, moi je suis dans l'orthodoxie serbe, hein, mais évidemment, je considère que les orthodoxes bulgares, russes sont nos frères. Dans l'orthodoxie, pour dire à quel point elle est liée à la nation, l'empereur Dushan au XIVe siècle était considéré comme un grand défenseur de l'orthodoxie, hein,
Il avait même la bénédiction du mont Athos. Et donc, voilà, à cette époque-là, la Serbie avait un rôle particulier à jouer. Elle l'a toujours eu d'ailleurs un rôle à jouer, mais là c'était un des tout premiers rôles, on va dire, c'était un des plus grands empires européens à l'époque. Et bon, malheureusement après, il y a eu, bon, les Turcs sont venus envahir le territoire, mais si le nationalisme serbe est resté aussi puissant et aussi vivace, et sur lequel on doit prendre nous autres Français exemple, c'est grâce à l'orthodoxie serbe. S'il n'y avait pas eu les prêtres serbes et la puissance de la foi serbe, je vous le dis, vous pouvez même vérifier en vous penchant sur l'histoire de la Serbie, le nationalisme serbe n'aurait jamais été aussi vivace et il n'aurait jamais réussi à vaincre, à mettre à la porte les Turcs au XIXe siècle avec Obrenović de 1804 à 1814 et ensuite Karađorđević en 1815. Enfin, il n'y aurait pas eu toute cette longue lutte qui a fini par la victoire donc, des Serbes sans donc la puissance de l'orthodoxie serbe. Les Turcs ont tout fait, hein. Ils ont massacré, ils ont déporté, ils ont violé, donc ils ont même attaqué les Serbes jusque dans leur ADN. Aujourd'hui, on voit là, beaucoup de Serbes ont des physiques qui ne ressemblent plus tellement à celui de Dušan, de l'empereur Dušan, mais malgré tout, la mémoire des pères, le nationalisme serbe est resté vivace, et rien n'a pu l'enlever. Donc ça, c'est très important. Donc je continue sur l'orthodoxie, je vais expliquer pourquoi aussi, moi, je suis entré, tu sais, dans l'orthodoxie. Bon, pour moi, je considère que les catholiques, évidemment, je considère en tant que nationaliste français, je ne peux pas contester la catholicité de la France. Et d'ailleurs, aucun de nous ne le fait. Mais je constate, bon, les catholiques ont une vision de nous assez sympathique, parce que nous sommes quand même, avec les catholiques, on fait partie du Nouveau Testament. Et nos ennemis sont les gens du monde vétérotestamentaire, donc du monde de l'Ancien Testament. Hein, on les connaît, voilà. Et donc, ils nous considèrent les catholiques comme des schismatiques, mais pas comme des hérétiques comme les protestants. Donc on a quand même un monde commun avec les catholiques. C'est comme les frères. Exactement. Exactement, voilà. Les grands frères et les petits frères. Exactement. Donc on est dans un monde commun et on se bat ensemble. Donc on a... L'Église catholique, malheureusement, a subi de nombreux coups, hein, des infiltrations aussi. Récemment, on a une infiltration, moi je considère ça comme une infiltration, et mes frères français nationalistes catholiques sont d'accord avec moi. Bergoglio, par exemple, le pape actuel, c'est un marxiste latino-italo-descendant, c'est un argentin. C'est un marxiste. Alors, il paraît qu'en privé, c'est quelqu'un de très gentil, il aime beaucoup les pauvres, il paraît qu'il va beaucoup aider les pauvres, etc. D'accord. Mais il fait partie de ces marxistes qui vont, par exemple, je vous donne un exemple, hein, pour vous dire un peu l'idée de ces gens-là, un type qui va venir te cambrioler ou te voler, ils vont considérer que, un marxiste va considérer qu'il t'a volé parce que c'est la pauvreté qui l'a obligé à faire ça. C'est-à-dire ce sont des gens voilà, qui ont une vision de la société totalement marxisante. Voilà, et ils ne vont pas se dire, non, c'est un parasite dont il faut se débarrasser, par exemple. C'est un exemple que je donne, mais voilà. Bergoglio est quelqu'un qui n'hésite pas à accueillir les clandestins, hein, les clandestins, à leur embrasser les pieds, à les laver, sans exiger par exemple qu'ils embrassent la foi du Christ. C'est le nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial. Pendant ce temps-là, nous avons nos frères à qui je rends hommage, tu sais, qui se sont fait massacrer, nos frères coptes égyptiens, qui ont été massacrés parce qu'ils ont refusé de trahir le Christ et parce qu'ils ont refusé d'embrasser l'islam. Ils ont été massacrés. Je rappelle aussi, et on va en parler ensuite, hein, mais tu sais, l'Égypte était la province de l'Empire romain la plus chrétienne. Donc en fait, ce qui arrive à l'Égypte actuellement, c'est notre avenir. C'est-à-dire ce qui est en train d'arriver, ils sont en train de se faire petit à petit envahir et massacrer. C'est l'avenir des chrétiens en France, en Occident. Donc que ce soit le combat des Serbes ou le combat des Français, c'est le même combat. On a le même problème. Nous sommes la civilisation européenne, nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament et nous avons donc ce problème commun. Donc voilà, mais je veux dire, pour finir avec ce qui nous sépare du catholicisme, bon, il y a eu un énorme coup qui a été donné à la catholicité qui fait que, évidemment, nous sommes, pour moi, nous sommes la chrétienté debout. Tu sais, c'est le Vatican II. C'est-à-dire, Vatican II, c'est quoi? C'est Vatican II, donc dans les années 60, les catholiques décident de se saborder, enfin le Vatican décide de se saborder en disant on fin de la messe en latin, donc en fait on perd le contrôle de l'organisation en fait. Il n'y a plus d'infaillibilité du pape. Moi je ne suis pas catholique, donc à la limite ça ne me dérangerait pas, mais je vous dis en tant qu'Européen et que chrétien, forcément qu'il y ait des coups contre l'Église catholique, je me sens indirectement concerné. Donc fin de l'infaillibilité du pape, c'est-à-dire le pape ne peut pas prendre ses décisions seul, mais c'est donc le collège épiscopal hein, qui va devoir consulter, donc il les met au même niveau. C'est-à-dire en somme, l'Église catholique reconnaît la démocratie, alors que quand on est chrétien, on ne peut pas, on est anti-démocrate.
parce que tu sais bien, il y a Barabbas, le jugement Barabbas et le Christ, c'est une explication justement de la perversité de la démocratie. C'est-à-dire, le peuple décide de sauver Barabbas, et le Christ est sacrifié. Voilà, donc c'est pour ça on n'a pas besoin, voilà, la démocratie, normalement quand on est un chrétien cohérent, on est contre. L'antiracisme, on n'a pas besoin de cette idéologie d'antiracisme parce que dans la Bible est intrinsèquement non raciste. Donc, c'est-à-dire que moi je préfère un prêtre qui ait la peau noire, qui soit orthodoxe ou catholique, à un antifasciste breton qui a la peau bien blanche. Donc voilà, on n'a pas besoin de ces idéologies-là. Le socialisme, pareil, on n'a pas besoin des marxistes, etc. La Bible est intrinsèquement socialiste. Aider les autres, etc. Et voilà, moi je note donc que l'Église catholique s'autodétruit. Elle a même décidé, tu sais, avec Vatican II, de dire que la vérité se trouve un peu partout. Donc il y en a un peu dans l'islam, un peu dans le judaïsme, etc. Ce qui est complètement délirant. Je veux dire, tu sais bien, nous on est orthodoxes, on considère que la vérité est chez nous. Quelqu'un n'est pas un peu dans le vrai, ou un peu dans la lumière de Dieu, ou un peu voleur, par exemple. Non, il l'est ou il l'est pas. Oui. C'est des choses simples, c'est net, c'est précis. Donc voilà, c'est une négation d'eux-mêmes, voilà, ils se sont sabordés. Et je finis juste pour l'orthodoxie, vraiment là c'est la toute fin. Je vois que nos frères orthodoxes bulgares disent qu'il faut aider des gens dans la difficulté, mais que l'arrivée massive de clandestins est pour eux une invasion, et donc il faut les refouler, c'est une invasion musulmane, voilà, donc il faut les refouler. Donc voilà, je vous donne un exemple d'église orthodoxe qui montre sa force. C'est bien préparé tout ça, les invasions migratoires, et il y a certains pays qui sont commandés par les gens qui sont dans l'esprit bien, bah, ils comprennent, ils refoulent les immigrés, et c'est normal. Quelle est ton opinion sur le Dimitri Eliotic et protecteur de l'orthodoxie à Serbie? Alors, Dimitri Eliotic, c'est pour moi un visionnaire. Bon, moi, en tant que nationaliste français, j'ai évidemment une affection particulière pour Charles Maurras. Et Dimitri Eliotic est très proche de Maurras, hein, on en avait beaucoup discuté. Et en réalité, Eliotic avait tout à fait compris quelque chose. Il avait compris à quel point le communisme était un cancer qui allait faire énormément de mal à la Serbie. Il a tenté de préserver la Serbie de ce cancer. Il a défendu l'orthodoxie serbe. Il a tenté de lutter contre le parlementarisme, c'est-à-dire contre le libéralisme politique, qui est également un cancer. C'est le même problème, le libéralisme politique, parce que ça consiste en fait... Aujourd'hui, les problèmes de la France, avec des politiciens comme des Macron, etc., c'est les fruits du libéralisme politique, c'est-à-dire on nomme des politiciens qui en fait travaillent pour des puissances étrangères ou pour des lobbies à l'intérieur du pays, qui vont satisfaire la masse en leur tenant des discours, on va dire, voilà, des discours sympathiques, mais qui ne vont pas avoir le sens de l'intérêt supérieur de l'État et l'intérêt de la nation. C'est pour ça qu'on ne peut pas être nationaliste en étant anti-monarchiste. Et donc cet homme, Ljotić, avait parfaitement compris tout ça. Il avait compris toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, évidemment, il joue le rôle du méchant parce qu'évidemment, il a perdu. Hein, mais voilà, malheureusement, il y a un certain nombre de forces qui se sont conjuguées contre lui. Et voilà, je ne peux que lui rendre hommage. Nedić, le général Nedić, on oublie souvent de le dire, il avait permis à plus de 200 000 Serbes qui venaient de l'État Ustashi, d'être aidés, nourris, logés, enfin il les avait sauvés, quoi. Et ça c'est des choses, voilà, qu'on oublie de dire parce qu'évidemment l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà, donc, oui, c'est exact. Et au niveau, pourquoi selon toi le libéralisme c'est ennemi du nationalisme? Alors moi je pense que en fait, nous autres Européens, nous sommes en fait en train de mourir de nos vertus. Nous sommes en train de mourir de nos vertus, c'est-à-dire nous avons des vertus qui sont l'accueil, la tolérance, et le libéralisme politique, qui va avec le libéralisme économique, s'est construit d'abord contre la religion chrétienne, c'est-à-dire dans les débuts, on va résumer très rapidement, ça consistait à dire l'homme en fait n'appartient pas à Dieu, l'homme s'appartient à lui-même, il est capable de faire son jugement tout seul, c'est les calvinistes hein, à la base, ce sont eux nos plus grands ennemis, de toute façon c'est toujours le monde de l'Ancien Testament, et voilà, qui a considéré donc... qui a décidé de ne plus soumettre l'homme à Dieu. Ensuite, donc ça s'est fait politiquement, c'est-à-dire il fallait des assemblées élues, etc. Vraiment, je résume très rapidement. Mais aujourd'hui, ça donne quoi? Ça donne des pays où le libéralisme économique nous oblige à faire venir les castes les plus basses du quart-monde,
donc des gens d'Afrique, etc. Et ensuite, le libéralisme politique nous dit « Ah mais il y a la liberté des communautés à disposer d'elles-mêmes, c'est les droits individuels, donc vous avez, je sais pas, une masse de Pakistanais, il faudra accepter leur culte, une masse, je sais pas, de Congolais, il faudra accepter leur façon de vivre, donc leur façon de s'habiller, de vivre, même de parler, même dans les langues. Hein. Donc la langue arabe en France, dans l'éducation nationale, est en train d'arriver massivement. Donc voilà, chaque communauté est en train de s'organiser, et donc c'est l'éclatement de la nation, c'est-à-dire de l'héritage qu'on avait. Parce qu'en plus, c'est pas des gens qui viennent de Hongrie, de Pologne ou d'Ukraine, ce sont des gens extra-européens. Et c'est pas des aristocrates béninois, c'est des gens qui viennent des castes les plus basses du quart-monde. Donc en fait, ils nous soumettent à un nouveau modèle de société. Et ça, c'est le libéralisme politique qui permet ça. Donc le libéralisme économique nous dit on va faire venir ces travailleurs parce qu'ils coûtent moins cher. Le libéralisme politique accompagne le libéralisme économique en disant eh bien cette masse qui est arrivée, qui font énormément d'enfants, parce qu'il y a une vraie guerre démographique. Oui. Hein, là, la vraie guerre, elle est démographique. Ils font une masse d'enfants, donc on va tout faire pour évidemment politiquement les satisfaire. Donc on va nommer des représentants, par exemple comme Macron, qui vont être totalement soumis à eux. Ou des représentants locaux, hein, totalement soumis à eux, qui pourront être des types, des Français, des bien blancs, etc. Et par la suite, dans les années à venir, ces gens-là, ces communautés vont nommer leurs propres représentants. Donc à un moment donné, ils n'auront même plus besoin de traîtres comme Juppé, Macron ou Collomb, Gérard Collomb. Ils auront leurs propres représentants et ils finiront par prendre le pouvoir. Le vrai pouvoir est démographiquement. Vous faites le plus d'enfants, c'est vous qui avez gagné, de toute façon. Que ce soit par un coup de force, on va dire une révolution, ou que ce soit par la démocratie, c'est-à-dire les votes, etc. Et moi, je considère donc que la religion chrétienne est aujourd'hui, on va dire, il faut, je pense, se rechristianiser, il faut particulièrement embrasser la chrétienté en ces temps-là, parce que justement, notre civilisation européenne est menacée, et parce que nous sommes avant tout quand même des chrétiens. Alors pourquoi j'ai un amour particulier pour l'orthodoxie serbe, je l'ai dit un petit peu, j'ai expliqué que le peuple serbe, la nation serbe était à l'avant-garde de la défense de l'Occident, ça c'est vérifié. Je rappelle aussi, juste entre parenthèses, Première Guerre mondiale, la Serbie, c'est le pays, je crois, proportionnellement à sa population, qui a eu les plus grosses pertes. Je crois que c'est du 10%, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, la Serbie a toujours été de tous les combats, à l'avant-garde de la civilisation européenne. Et pour parler toujours de l'orthodoxie, puisque je reviens à ça, mais par rapport, on disait, à la défense contre l'occupation allemande, je ne sais pas si les gens savaient, les Allemands avaient décidé de dynamiter Paris, ils ont failli détruire Paris, hein. Finalement ça n'a pas été fait au dernier moment, ils avaient décidé de faire de Moscou un lac artificiel. Staline, pour protéger Moscou, c'est une chose qu'on ne connaît pas beaucoup, a fait survoler Moscou par un aviateur avec une icône. Donc lui-même croyait en cette toute-puissance de l'orthodoxie comme gardienne de la civilisation occidentale, comme gardienne de l'européanité. Et il y a aussi une autre chose, alors ça c'est pour les gens qui s'intéressent à tous les records, etc. Hein, il y avait une femme qui s'appelait Vesna Vulović. Oui. Qui était en fait... alors notre sœur est morte en 2016. Elle est morte assez jeune, je crois qu'elle avait 66 ans, quelque chose comme ça. Elle était hôtesse de l'air et elle a fait une chute de 10 160 mètres. C'est la plus haute chute, tu as dû en entendre parler, la plus haute chute en avion qu'on ait jamais vue dans l'histoire. Cette femme est une miraculée, c'est-à-dire, voilà, et on considère que c'est un miracle. Voilà, miracle. C'est un miracle. Voilà, miracle de l'Église orthodoxe, et vous pouvez vérifier hein, ces informations, voilà. Donc pour vous dire, donc, ce que je pense donc, de nos problèmes actuels, et pourquoi je considère que la chrétienté, face au libéralisme, a un rôle particulier à jouer. Donc si vous voulez à tout prix rester dans le catholicisme, je peux le comprendre. Dans ce cas-là, vous pouvez être lefévriste, ça je comprendrai parfaitement. Maintenant, si vous êtes prêt à venir chez les orthodoxes, chez nous, voilà, évidemment, vous serez accueillis comme des frères et des sœurs à bras ouverts. Et aussi, je veux dire, au niveau de Staline, lui, il était prêtre orthodoxe aussi. Il a fait l'école pour être prêtre. Et c'est pour ça qu'il avait les grands liens avec l'orthodoxie. À la fin, c'est pour ça qu'il était assassiné. Parce qu'il est en train de refaire les soviétiques à un peu nationalisme. Il a cassé les liens avec le communisme. D'accord. Quel est ton avis sur l'élection présidentielle française? Alors, l'élection présidentielle française, pour moi, c'est le stade. On est, je pense, entré dans le stade ultime, qui va peut-être encore durer 100 ou 150 ans, je ne sais pas, mais on est quand même dans une phase, pour moi, ultime du libéralisme politique, comme j'en ai parlé, et de la décomposition de la nation française. C'est-à-dire, aujourd'hui, le libéralisme politique, en réalité, est une fausse démocratie, ce n'est pas réellement le pouvoir au peuple.
Parce que Macron est un personnage, une construction médiatique, c'est quelqu'un il y a 2 ans qui était quasiment inconnu au bataillon, enfin personne ne le connaissait. C'est quelqu'un qui a fait, c'est un ancien banquier de chez Rothschild, hein, ça je pense que ça ne t'avait pas échappé, haut fonctionnaire, le type, aucun mandat, c'est pas un élu, je veux dire, même ce système n'a même pas réussi à créer quelqu'un qui avait été un petit peu élu en baratinant les gens, c'est même pas le cas. C'est-à-dire, maintenant le système ne s'embête même plus. Il prend n'importe qui et il nous l'impose. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui a fait fortune en vendant du lait en poudre quand il était avec Nestlé, qui travaille pour tous les lobbies. Les services de renseignement intérieur nous ont dit qu'il était, en France, qui nous ont dit qu'il était en lien avec les services secrets chinois. Vous pouvez vérifier cette information. Vous pouvez taper sur avec les services secrets américains, même l'American Foundation. Donc tout ça, c'est des choses, encore une fois, c'est pas sur des sites ténébreux, vous pouvez le trouver. Donc voilà, soumis à différentes puissances étrangères, on a vu en Algérie comment il s'est complètement soumis, voilà, donc il est soumis à toutes les puissances du Golfe aussi. C'est quelqu'un, on n'a jamais eu un président à ce point soumis aux puissances étrangères, c'est-à-dire que même Sarkozy, qui était un traître, par exemple, qui a complètement aligné la France sur la politique israélo-américaine, était quelqu'un qui n'était pas soumis à autant de puissance à la fois. C'est-à-dire, voilà, moi j'avais pas entendu l'histoire de, par exemple, Sarkozy à Jean de la Chine. Voilà. Pour vous dire, donc là, on a poussé la trahison encore plus loin. Et même jusque dans les physiques, c'est-à-dire que encore à l'époque de Sarkozy ou de Hollande avec ses premiers ministres, on avait encore un peu le sentiment que la France était un État. Aujourd'hui, le duo qu'il forme avec Philippe, on dirait des gestionnaires d'une entreprise du CAC 40. C'est-à-dire, même physiquement, dans leurs attitudes, ils n'incarnent pas la fonction étatique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait une très mauvaise campagne, mais qui a été complètement porté, on va dire, par les médias. De toute façon, ça, vous pouvez aussi le vérifier. Vous regardez dans Google Images les unes médiatiques avec Macron, qui est absolument partout. On a vu comment BFM TV et d'autres ont poussé à son élection. Donc cette élection est en fait une catastrophe pour la France. Il ne reconnaît pas la culture française, donc pour lui il n'y a pas de nation française. Il y a des cultures en France, donc c'est bien ce que je te disais, c'est le libéralisme politique qui consiste à dire donc chaque communauté elle a sa culture, etc. Donc au final, clairement c'est quoi? C'est l'éclatement de la culture française, c'est aussi simple que ça. Et quand la démographie se fera donc contre les Gaulois, contre les Français de souche, quand ils sont donc devenus minoritaires, voilà, ce sera vraiment terminé définitivement. C'est-à-dire, lui il a officialisé ça, mais ça deviendra officieux, ça deviendra clair et net. Donc voilà, cette élection, c'est une catastrophe. Il y a clairement des agents étrangers qui ont joué un rôle, mais également toute la caste médiatique en France qui a poussé cette élection. Son Premier ministre est quelqu'un qui, on le sait, totalement soumis, par exemple, au lobby islamique. On a vu, par exemple, il y avait l'histoire où il y avait des milliers de mousses au chocolat avec de la gélatine de porc, enfin de la gélatine, qu'il a fait jeter parce que ça ne plaisait pas à quelques islamistes. D'accord, donc voilà, il a voulu les satisfaire. Et on a des soumis intégraux qui vont jouer donc contre l'intérêt de la France. Et alors là, j'ai parlé maintenant du libéralisme politique. Maintenant, je vais dire leur trahison du point de vue du libéralisme économique. Cette élection-là va consacrer aussi le démantèlement de l'économie française. C'est-à-dire, mais tu sais, il y a l'histoire des aéroports qui ont été vendus, des aéroports vendus à des puissances étrangères. États-Unis, Chine, pas mal, et l'Italie. On n'en parle pas, par exemple, Nice, c'est l'Italie. Toulouse, c'est la Chine. Des entreprises qui ont été vendues à des puissances étrangères. Donc c'est la privatisation, c'est le démantèlement de secteurs qui appartenaient à l'État. Normalement, pour moi, l'État devrait détenir des secteurs stratégiques, énergie, transport, la défense, etc. Ça devrait... Après, il peut y avoir des entreprises autonomes, mais je parle des entreprises vraiment importantes et stratégiques, normalement, devraient rester dans la main de l'État. Là, c'est pas le cas. Avec Macron, ça va être l'ultralibéralisme à tout crin. Il va faire comme en Argentine, c'est-à-dire à un moment donné en Argentine, ce qu'ils ont fait, ils ont tout privatisé. À tel point que même dans les transports, j'en parlais la dernière fois dans l'émission Guerre, dans les transports, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, il y avait des voies ferrées en Argentine où la nature a repris le dessus parce que c'était plus du tout entretenu. Donc évidemment, accident, mais tout simplement, voilà, le pays qui se désagrège. Donc voilà, évidemment, il va y avoir une précarisation d'emploi. Le CDI, bientôt, ce sera, à mon avis, un rêve, ce sera que des CDD. Donc les jeunes vont être de plus en plus en difficulté.
Et voilà, donc c'est la mainmise de l'État français, enfin la mainmise sur l'État français par Macron et son équipe. Voilà, si je dois te résumer un peu l'élection française. D'accord. Et quel est ton avis sur les migrations sauvages? Alors, l'immigration sauvage, ça c'est une question très intéressante, mais qui va en fait dans le sens de tout ce qu'on dit. L'immigration en fait va consacrer la fin de la civilisation française. D'abord, ce sont des gens, c'est important de savoir de quelle immigration on parle. On parle d'une immigration venant du quart-monde, c'est-à-dire on ne parle pas de gens qui viennent d'Italie, ou même de Serbie, parce que la Serbie, vous savez, on ne connaît pas très bien, mais c'est le pays de Tesla. Hein. Tesla, c'est l'un des plus grands scientifiques de toute l'histoire de l'humanité. Hein. Vous tapez Tesla, vous vérifiez. Voilà, donc ça c'est aussi, je veux dire, c'est important que je fasse ce genre d'explication parce que on prend des gens qui viennent donc des castes les plus basses, c'est-à-dire des gens avec des faibles taux d'alphabétisation, et des gens qui ont une mentalité prélogique, c'est-à-dire ils n'ont même pas une mentalité, on va dire, la logique européenne, etc. C'est-à-dire ils ont une vision à des années-lumière de la nôtre. C'est pas pareil de faire venir un paysan italien ou un type napolitain pauvre que de faire venir un travailleur agricole malien, c'est souvent ce que je dis. Alors, évidemment, si on fait venir, par exemple, je prends souvent cet exemple, un médecin béninois qui a bac plus 7, oui, là ça va, mais le problème c'est que c'est pas le cas, vous voyez. Et encore, il ne faudrait pas que ce soit massivement, évidemment. Mais donc là, on a des gens, voilà, déjà, la qualité, les civilisations qui sont concernées ne sont pas, excusez-moi, des civilisations à la hauteur des civilisations européennes. Parce que en termes de grande création, moi je ne connais pas la contribution, on va dire, à l'intelligence humaine du Zimbabwe, il faudra moi me la démontrer par rapport aux pays que j'ai cités, les pays européens que j'ai cités, première chose. Donc, et c'est des pays donc, culturellement à des années-lumière de nous. Deuxième chose, les populations qui viennent de là-bas sont les populations les plus basses de ces pays du quart-monde. Ça c'est pas une méchanceté que je dis, c'est une réalité, hein, ce sont des faits. Ce sont des pays qui n'ont pas la même vision, on va dire, même des rapports avec la femme, ou même des rapports d'humain à humain, qui ont une culture totalement différente, et la religion, notamment la religion islamique, pose un vrai problème, parce qu'on voit que lorsqu'il y a une arrivée massive de musulmans sur un territoire européen, il y a des problèmes inédits dans notre civilisation, c'est-à-dire, je sais pas, ça aussi j'en parle tout le temps, mais à un moment donné il faut rappeler des évidences. J'ai pas vu moi d'attentat bouddhiciste, protestantiste, catholiciste. On n'a pas. On a des attentats islamistes pour la première fois de notre histoire. On a eu des émeutes raciales en Angleterre et en France pour la première fois. On n'avait jamais eu ça non plus. Donc ce sont des problèmes inédits qui se posent à notre civilisation. Et je pense que toute intelligence structurée ne peut que s'opposer à ces invasions-là et ne peut voir ça que comme des invasions. Donc voilà, donc pour moi l'immigration donc est en train d'éclater la nation. Je peux vous prendre maintenant des cas concrets, hein, je vais donner des cas concrets. On a dans l'armée, un sujet que tu connais bien, dans l'armée on a maintenant on sait que statistiquement d'abord il y a beaucoup plus de révoltes chez les militaires issus qui sont des halogènes. Ça, statistiquement il y a plus de révoltes. Il y a tu sais, ils réclament des choses. Il y a même au plat halal, etc. C'est-à-dire chacun maintenant fait sa petite autonomie, donc chacun va faire sa petite cuisine interne. Ensuite, alors que tout le monde devrait être logé à la même enseigne, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc on va laisser... on a eu même dans l'armée, j'en avais parlé dans une vidéo sur la guerre civile, il y a eu des vols de munitions. Par exemple, base de Miramas pour les OPEX. Vol de munitions. C'est pas un hangar, on n'a pas pris une pince Monseigneur et on n'a pas cassé le cadenas. Il faut un certain nombre, il faut des habilitations. On peut pas aller piquer, tu connais mieux le sujet. Oui. Voilà, on peut pas aller voler des armes comme ça. Ils ont même volé, alors là maintenant au sein de la police, pour dire que partout il commence à y avoir des infiltrations. Au sein de la police, il y a vol d'explosifs dans une base antiterroriste, dans un hangar antiterroriste à Lyon. Ils ont volé ça il y a quelques années, il y a très peu de temps. Voilà, donc petit à petit ça s'organise. Dans les hôpitaux, etc., on le sait, il y a de plus en plus de plaintes parce qu'il y a une islamisation qui se fait même là. Voilà. Et alors à l'éducation nationale, pareil, je vous donne vraiment chaque secteur. Mais je peux pas...
Les transports, RATP, etc., il y a un livre qui a été écrit qui en parlait sur justement l'islamisation, parce qu'ils ont pris maintenant des types, des grands frères, comme on dit, des types de la rue, des cités voilà, qui étaient fortement islamisées, parce ils en avaient marre de se faire attaquer, enfin que les conducteurs de bus se fassent attaquer. Donc là maintenant, ils ont mis massivement des gens comme ça. D'ailleurs, un des tueurs du Bataclan avait été formé là-bas. Il venait de la RATP, il avait été formé là-bas. L'éducation nationale, pareil, hein. Éducation nationale, on exige des plats halal, etc. On a eu des cas. Moi, j'en ai jamais parlé. Mon père était prof et il m'avait raconté qu'il avait même vu des élèves menacer un autre élève parce qu'ils ne respectaient pas le ramadan. Donc évidemment, quand Copé parle de son histoire de pain au chocolat, ça fait rire tout le monde, mais moi je vous donne des témoignages, des histoires vraies. Voilà. Et moi-même, j'ai vu ces choses-là. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est des bêtises. Alors on va me dire que c'est minoritaire. Alors il y a les malhonnêtes qui vont dire que ça n'existe pas. Très bien, mais je ne m'adresse même pas à eux. Ceux qui me disent que c'est minoritaire, je leur dis, c'est une minorité de trop, et c'est une minorité qui n'existait pas avant, donc c'est une minorité inédite. Deux, c'est pas parce qu'on est une minorité qu'on ne peut pas dominer. Les communistes en Serbie, c'était une bande de brigands, ou en Union soviétique, c'était une bande de gens, ils n'étaient pas très nombreux. Hein. Pas très nombreux, ils ont régné sur des millions de gens pendant plus de 70 ans en Union soviétique, ils n'étaient pas très nombreux, hein. Même les fascistes quand ils ont pris le pouvoir. L'histoire est écrite par des minorités actives, donc l'argument de la minorité, c'est un argument d'imbécile, il faut être un imbécile. Voilà, l'aristocratie qui a régné pendant des siècles pendant la monarchie, c'était même pas 1% de la population. Donc voilà, je vous dis, l'argument de la minorité est ridicule. On a une explosion donc, des fiches S pour islamisme un peu partout en France, hein. Ça aussi c'est des chiffres consultables. Monsieur Calvar, patron du renseignement intérieur, a dit lui-même on est au bord de la guerre civile. C'est lui-même qui le dit. Hein. Évidemment, bon, les gros méchants de l'ultra-droite, il faut les surveiller, mais voilà, ils nous parlent, évidemment, on a des problèmes d'attentats massivement. Et voilà, donc l'immigration apporte ces masses de problèmes inédit, et face à ça, notre civilisation, tant qu'elle ne va pas se réapproprier son héritage chrétien, et tant qu'elle ne va pas se défaire de ce cancer qu'est le libéralisme politique et économique, hein, mais le libéralisme, elle n'arrivera pas à combattre. Et je veux juste ouvrir une parenthèse pour parler de moyens de combattre ça. J'en avais parlé précédemment, mais là c'est bien d'en reparler ensemble, et puis je pense que tu seras d'accord. Pour dire à quel point le libéralisme même empêche de lutter contre ces nouvelles menaces. Moi j'ai lu un certain nombre de livres qui ont été écrits par des juges antiterroristes, hein, Bruguière, Trevidic, etc. Trevidic. En fait, à chaque fois dans leurs livres, ils disent « Ah, le problème c'est l'état de droit. Ah, on est dans une démocratie, on ne peut pas trop lutter, etc. » Bah oui, et oui. Le problème, le libéralisme politique empêche, au nom des droits individuels, empêche de prendre des mesures de coercition, des mesures fortes pour limiter et même pour éradiquer la grande criminalité, la petite délinquance, la grande criminalité, mais également le terrorisme. Je peux prendre deux exemples historiques. Premier exemple, Union soviétique, général Zhukov, célèbre général, maréchal Zhukov, est nommé à Odessa. Odessa, il y avait Tchornikov, il y avait l'organisation criminelle, voilà, Chat Noir. Bon, très connu Odessa pour la grande criminalité, on connaît. On sait qui est derrière. Et Zhukov a été nommé, on lui donne les pleins pouvoirs. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un certain nombre d'agents qui attrapent sur dénonciation, torturent, attrapent de façon très antilibérale, hein, politiquement, très antidémocratique. Hein, du point de vue du libéralisme politique, c'est antidémocratique. Mais du point de vue de l'intérêt commun, c'est très démocratique, en fait, cette lutte. Bref, de façon extrêmement forte, il s'attaque à ces gens-là, il les emmène dans des carrières dans la périphérie d'Odessa, balle dans la nuque, c'est terminé. Donc, ce que je veux dire, évidemment, je n'appelle pas à mettre de distribuer des balles dans la nuque, à distribuer des balles dans la nuque. Ce que je dis, c'est qu'en tout cas, il faut, à mon avis, suspendre l'état de droit et prendre des mesures exceptionnellement fortes, c'est-à-dire, moi, tous les fichiers S, prison, on les emmène dans des centres de rétention fermés. Si c'est des binationaux, suppression de la nationalité française, et on le renvoie dans son pays, dans le pays qui correspond à sa nationalité. S'il n'est pas binational, il est détenu en France, ad vitam aeternam, voilà. Mais je vous dis, dans un état libéral, politiquement, c'est pas possible. Et le dernier exemple, j'en avais parlé dans la vidéo sur la guerre civile, fascisme italien. Fascisme italien, Cosa Nostra, dans toute l'histoire de la Cosa Nostra, le seul moment où on a pu s'en débarrasser, le seul, c'est quand le Duce a nommé le préfet Mori. Le préfet Mori a été nommé, on lui a donné les pleins pouvoirs, sur dénonciation, etc. Il a fait arrêter une masse de types
d'individus soupçonnés d'appartenir à cette organisation criminelle qui est un cancer, qui pollue la Sicile, qui donne une très mauvaise réputation aux Italiens, et voilà, et qui tout simplement est un obstacle, on va dire, au bon fonctionnement de l'État, hein, qui détourne, on sait, des milliards hein, du PIB italien, etc. Bref, et il a réussi à battre la Cosa Nostra. D'ailleurs, encore une fois, c'est les Américains qui ont remis en place cette organisation criminelle quand ils sont venus à envahir l'Italie hein, par débarquement de la Sicile. Voilà. Comme ils ont mis en place les mafieux qu'on a, ils ont volé le Kosovo et ils ont mis en place les mafieux islamistes qu'on connaît hein, là-bas. Oui. Donc voilà, toujours dans les bons coups les Américains. Donc voilà, je t'ai un peu donné mon opinion sur l'immigration et tous les mécanismes. Au niveau un peu, je vais te poser une question, parce que dans les médias, on toujours attend l'extrême droite française, l'extrême droite française, mais on ne voit pas, il n'y a aucun résultat d'extrême droite méchanceté. Parce que moi aussi, je suis un étranger, j'habite en France, mais je ne vois pas aucune agressivité d'extrême droite française. Je vois que de l'agressivité des autres côtés. D'accord. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'extrême droite française. C'est-à-dire, pour moi, l'extrême droite française, elle est ultra méga minoritaire, c'est-à-dire c'est des types, pour moi, c'est même pas les crânes rasés, c'est des types vraiment pro-hitlériens qui seraient même anti-français d'origine italienne. Ça existe, mais vraiment c'est des plus extrêmes, c'est 0,001% même du milieu nationaliste français. Mais ce qu'on appelle l'extrême droite, pour moi, c'est un courant qui est né à l'époque d'Adolf Hitler, mais qui est mort. Aujourd'hui, en France, on n'a pas d'extrême droite. Il n'y a pas, c'est une bêtise, c'est un mensonge de dire ça. Le Front National n'est pas un parti d'extrême droite, c'est un parti, je l'ai toujours dit, souverainiste de gauche. Florian Philippot, il faudra m'expliquer en quoi c'est quelqu'un... J'ai expliqué, aujourd'hui il y a des francs-maçons au Front National, le Front National n'est même pas vraiment nationaliste parce qu'il considère que le grand remplacement c'est une sottise, ça n'existe pas, c'est une folie, c'est un délire d'extrême droite. Voilà, ils sont souverainistes, ils considèrent qu'on n'a pas à être dans l'OTAN, qu'il faut contester l'Union Européenne parce que c'est même pas... voilà, ils n'ont pas une haine viscérale de l'Union Européenne. Le Front National n'est pas anti-judaïque, le Front National n'a pas appelé à déporter des populations, à massacrer des populations. Le Front National a même considéré, Marine Le Pen l'a dit, que l'islam n'allait pas à l'encontre des valeurs de notre pays. Le Front National de la République. Alors j'allais justement y venir. Justement, la République, le Front National n'est même pas anti-républicain. Donc on ne peut même pas le mettre dans la tradition de l'extrême droite française où il y avait le général Boulanger, etc. Enfin tous les, voilà, Maurras. On ne peut même pas l'inscrire dans cette tradition-là parce que c'est un mensonge. Le Front National aujourd'hui, de la nouvelle génération, c'est complètement coupé de cette filiation. D'ailleurs, c'est pas pour rien, maintenant Philippot va commencer les Patriotes. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un parti souverainiste en matière, on va dire, économique. Voilà. Bon, territorialement, ils veulent quand même, voilà, on va dire une surveillance du territoire plus accrue pour empêcher une immigration sauvage, mais c'est un parti, on ne peut pas le dire d'extrême droite. Et dans les rues, tu as tout à fait raison même d'en parler, enfin, en parlant d'agression, etc. Moi, je ne vois pas d'agression d'extrême droite. Aujourd'hui, toutes les agressions, même anti-judaïques, hein, parce on a souvent parlé, à chaque fois qu'il y avait une agression anti-juive, c'était forcément l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est toujours quoi? C'est soit des wesh-wesh de cité, donc c'est des islamistes. Hein, on a des islamistes qui font ça. Soit c'est des gens, on a eu des cas d'ultra-gauche. Oui. Agression de policiers, pareil, ultra-gauche. C'est-à-dire les agressions, voilà, il y a un policier qui a été brûlé vif il n'y a pas longtemps, c'est l'ultra-gauche. Hein. C'est pas... L'extrême droite aujourd'hui, il n'y a plus d'extrême droite. Quand bien même on me ferait croire qu'elle existe, c'est un lion à qui on a coupé les griffes, qui est complètement... Voilà, tous les types sont fichés, archi-surveillés, d'accord. Calvar en a bien parlé, hein, c'est sur eux que va se concentrer la surveillance. Comme si évidemment on était une menace. L'ultra-gauche, moi j'ai mes sources, toi t'as les tiennes je pense, on sait qu'ils font preuve, enfin la police et les services de renseignement, je parle de la hiérarchie, hein, pas des policiers qui sont de notre côté. Hein. Moi j'ai jamais vu des policiers qui étaient anti-nationalistes, c'est ultra minoritaire. Hein. D'ailleurs ils votent massivement pour le Front National, hein, et oui, ils sont très acrénosés. Ouais. Et voilà, donc on constate toujours ce sont les mêmes. Donc non, je disais, clairement on laisse un peu l'extrême gauche faire mettre la pagaille, etc. Voilà, et donc quand un commet un crime ou un délit, on va pas par exemple dissoudre le groupe auquel il appartient. C'est marrant, hein. Par contre quand c'est Clément Méry qui attaque Esteban Morillo, là par contre on dissout le groupe auquel appartient Esteban Morillo. Comme si, au nom de son groupe, et avec son groupe, il avait par exemple attaqué
ce gamin d'extrême gauche. Je pense qu'il a voulu, enfin qui s'est pris pour un révolutionnaire et je pense qu'il a rencontré assez brutalement la réalité. Voilà. Donc pour dire que non, clairement, il n'y a pas d'extrême droite en France. Et toi, tu as beaucoup voyagé, moi j'ai un petit peu voyagé. J'ai vu, par exemple, j'étais en Ukraine, moi je les connais, par exemple les bandieristes, etc. Mais même, on peut même parler de l'extrême droite en Israël. Enfin, des ultra. Moi j'aime pas dire extrême droite aujourd'hui, je vais parler des ultranationalistes. Ce qu'on a en France, c'est une plaisanterie, hein, à tous les niveaux, c'est une blague. Hein. À tous les niveaux, c'est une plaisanterie. Mais l'extrême gauche, mais il est pas. C'est l'extrême gauche, il est dangereux ici. Oui. Avec les islamistes, ils sont vraiment dangereux, ces Les gens-là. islamo-gauchistes, ouais. Voilà. Non, mais ils sont en certains liens, mais toujours dans les médias, on attend des extrêmes droites qui n'existent même pas. Tu sais, je pense aussi, c'est parce que on a une forme de tendresse pour l'extrême gauche. Déjà parce que l'extrême gauche, tous les intellectuels, et ça c'est dans le livre de Jean Sévilla, les intellectuels français, tu sais, étaient très pro-extrême gauche, révolution d'Amérique latine, Che Guevara, etc., le côté romantique, etc. Puis nous, on a connu chez nous le nazisme, on n'a pas connu le communisme, qui a fait beaucoup plus, on le rappellera jamais suffisamment. Voilà, beaucoup plus de morts que le nazisme, hein, plus de 100 millions de morts. D'ailleurs, petit détail, c'est marrant, les communistes en général massacrent les leurs. Parce que les nazis, on peut ne pas les aimer, moi je peux tout à fait comprendre. Je suis nationaliste français, par exemple, les nazis, c'était pas nos copains. Et puis en plus, je suis un quart slave. Donc forcément, les nazis, je vais pas les considérer comme des amis. Mais les nazis massacraient les autres. Ils massacraient pas tellement massivement les leurs. Oui. Non mais c'est marrant, par exemple les Khmers rouges, ils massacrent un quart ou un cinquième de leur propre population. Les Chinois, c'est la propre population qui font crever de faim, etc. etc. Mais c'est intéressant. Les Soviétiques aussi. Les Soviétiques aussi. À Yougoslavie aussi, ils ont fait ça. Togé, ouais, bien sûr, aussi. Exact. Ouais. Donc c'est intéressant de voir tout ça, mais non, mais par rapport à l'ultranationalisme, moi, tu sais, je t'ai parlé d'Israël, il y avait une histoire, mais hallucinante, ce serait hallucinant en France, pour dire à quel point l'ultranationalisme, religieux d'ailleurs, parce que ça va ensemble, et ça, les Israéliens, il n'y a pas de souci, hein, ils ont parfaitement compris que ça allait ensemble, donc les ultra-religieux, ultrationnistes, c'était par exemple plein, tu sais, que le fils de Netanyahou, qui n'est pas un type vraiment de gauche, avait épousé, enfin il était en couple avec une Scandinave, une fille je crois danoise ou un truc, ou norvégienne, je me souviens plus, mais une Scandinave, voilà, une petite viking. Et ça avait dérangé les religieux. Publiquement, ils s'étaient révoltés contre ça. C'est-à-dire, on n'imagine pas en France. Alors, je sais pas, par exemple, bon, Macron ça va être difficile, mais admettons que Macron ait un fils. Et avec Brigitte, et qu'il soit avec une, je sais pas moi, une fille d'origine, je sais pas, somalienne, ou je sais pas, égyptienne, ou n'importe quoi, ou même norvégienne, et que des nationalistes français prennent la parole, par exemple des curés, hein, des prêtres catholiques disent comment tu peux faire ça, alors ça va en compte de la catholicité, de la francité, etc. Tes descendants ne seront pas français et catholiques, parce que c'est ce qu'avaient dit hein, les autres, les rabbins ultra-orthodoxes. C'est-à-dire, ils ont une place en Israël qui ne me dérange pas, moi je m'en fiche, ça ne me concerne pas, mais que je constate. Ils ont une place que n'a pas du tout les nationalistes français, et même les nationalistes français ne sont pas à ce point à l'extrême de leur doctrine. Tu vois, ils sont tellement peu à l'extrême de leur doctrine que Éric Zemmour, qui est d'origine juive, est très apprécié, et que des gens comme toi ou comme moi, qui sommes des serviteurs du nationalisme français, nous sommes orthodoxes, ça leur pose aucun problème, on arrive à fraterniser avec eux. Pour dire à quel point les nationalistes français sont ouverts. Ce sont pour moi les plus ouverts qui soient. Moi je pense vraiment. Oui. C'est les plus ouverts. Et même d'un point de vue racial, c'est les plus ouverts, parce que moi j'ai plein de nationalistes à qui j'ai dit, écoutez, on a 25% de militaires originaires des territoires d'outre-mer, qui souvent donc sont noirs, ou en tout cas métissés, etc. On a 15-20% des policiers qui sont issus d'outre-mer. Moi je vous dis, il faut leur tendre la main et lutter avec eux contre les islamo-gauchistes, et contre les halogènes qui viennent envahir notre territoire, voilà. Eh ben, j'ai la quasi-totalité des nationalistes français à qui ça ne pose aucun problème, qui me disent, écoute, bon, c'est vrai qu'on aurait préféré l'époque de Maurras où on était blanc et catholique et c'était ça, les nationalistes. Aujourd'hui, on vit à une phase où il y a une guerre démographique, on est obligé de changer un peu les choses. Donc, écoute, on est prêt, oui, on est tout à fait prêt à se battre à leur côté. Voilà, parce qu'au moins, ils ont encore une virilité, encore un attachement à la nation. Voilà, tu vois bien à l'armée, les ultramarins, c'est pas des gens, voilà, c'est pas des traîtres, ce sont vraiment des amoureux du pays. Voilà. Et donc pour dire à quel point il n'y a pas d'extrême droite française, c'est un mensonge, c'est un mensonge. On connaît quand même ce milieu, moi je le connais, j'en parle vraiment objectivement et sincèrement, je vais pas... là j'en parle vraiment très, très sincèrement, voilà, moi je parle de ce que j'ai vu, et donc c'est une plaisanterie, voilà, toutes les critiques qui ont été faites.
Quels sont ton conseil pour les jeunes nationalistes français qui va militer, qui va prendre le destin à ses mains? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme les conseils? Alors, moi, je me permettrais de donner comme conseil à mon niveau de dire, déjà, je pense qu'il faut on revient au début de l'interview, se rechristianiser. Donc j'ai dit, vous voulez être le févriste, soyez le févriste, mais encore une fois, voilà, vous serez accueillis à bras ouverts si vous décidez de devenir des orthodoxes. En tout cas, voilà, se rechristianiser, embrasser le monde du Nouveau Testament. Faites des enfants, la compétition est avant tout, la guerre est avant tout démographique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, vous pouvez même prendre des armes et essayer de jouer les guerriers. Ça ne sert à rien. Ce sont des choses qui, au final, ne serviront à rien. Par contre, faire des enfants, faire au moins 3 enfants par famille, les élever dans la foi chrétienne, dans le nationalisme français, ça, c'est beaucoup plus efficace. En faire minimum 3. En plus, il y a des allocations, hein, je veux dire, voilà. Maintenant, c'est plus dur. Il faut être capable de couper dans certaines dépenses. Voilà. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Bon, là, je vous dis, voilà, moi-même, je prendrai, comment dirais-je, je serai le premier à le faire quand l'occasion se présentera. Voilà. Moi, mais je ne suis pas dans l'idéologie de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, moi-même, à la première occasion, je le ferai aussi. Il n'y a aucun problème. Mais je vous dis, voilà, de toute façon, je ne dirai jamais aux gens de faire des choses que je ne ferai pas moi-même. Donc, même quand je parle de combat, je le fais aussi. Il n'y a aucun problème, s'il faut y aller, j'irai, il n'y a aucun souci. Revirilisez-vous, c'est-à-dire il faut reprendre sa virilité, parce que je pense que ça aussi, bon, tu veux dire, dans le monde, dans l'Europe occidentale, la virilité blanche s'est complètement effondrée, à tel point qu'aujourd'hui nos sœurs sont très attirées par les halogènes, c'est une des raisons aussi, hein, parce que voilà, quand une blanche se fait agresser, il n'y a pas beaucoup de frères qui sont là pour venir la défendre, voilà. Donc à un moment donné, ça aussi, parce que le métissage à tout craint, ça aussi, si vous voulez l'éviter, c'est aussi comme ça. Il faut aussi proposer quelque chose de mieux, hein, parce qu'à un moment donné aussi, si tous les blancs ne sont pas à la hauteur. Alors reprendre sa virilité, c'est pas uniquement du point de vue salle de muscu, parce qu'il faut se muscler, etc., et faire des sports de combat. C'est aussi avoir tout simplement une virilité intellectuelle, c'est-à-dire se cultiver, voilà, connaître la culture de ses pairs. Moi je trouve ça aberrant qu'un Français, a fortiori un Français nationaliste, mais même, je pourrais même dire un Serbe, qui ne connaissent pas ses ancêtres et la culture de ses ancêtres. Donc il faut se cultiver. Aujourd'hui, il y a sur Internet, on peut tout trouver en PDF. On peut ne jamais décoller de sa chambre et se cultiver. Donc ça, on peut quand même, voilà, un petit peu arrêter de regarder 2 heures par jour la télé. Voilà. Moi, on ne peut pas être nationaliste serbe, par exemple, si on n'a pas le culte des ancêtres qui se sont battus à la bataille de Kosovo. Voilà, la bataille du Champ des Merles, je sais pas. C'est des choses, nous, on a Azincourt, Crécy, etc., Verdun. Je veux dire, on ne peut pas ne pas vivre dans ce culte-là, et il faut le transmettre aussi. Il y a l'idée de transmission, d'héritage, donc il faut le transmettre aux enfants. Parce que, admettons, vous faites 5 enfants, mais vous ne leur transmettez pas toutes ces valeurs, vous ne les rechristianisez pas, enfin, vous ne les christianisez pas, ça sert à rien. Voilà. La nature ayant horreur du vide, si ça se trouve, vous avez vos enfants qui vont se soumettre à une autre religion. Voilà. Hein, on en connaît des religions qui finalement sont des religions, enfin l'islam est une religion conquérante. Quelque part, moi j'ai beaucoup plus de respect pour cette religion que pour Bergoglio, qui est un soumis, est un traître à la chrétienté et à la civilisation européenne. Nous devrions être pareils. Moi, je n'hésite pas dans cette vidéo à faire du prosélytisme, à bien vanter les mérites de l'Église orthodoxe serbes, parce que je pense qu'elle le mérite. Et je n'hésite pas à me comporter de façon virile en disant je le suis et je l'assume. Voilà, je l'assumerai toujours. Et voilà, je voudrais avoir, moi, nos frères catholiques qui aient la même posture. Viril. L'autre jour, j'étais avec des catholiques, tu sais, dans la rue à Saint-Michel, j'attendais un ami, il m'accoste, et on parle de la violence. Je leur dis, la violence, c'est vrai que la violence, eux, évidemment, ils étaient contre la violence, hein, il fallait à tout prix éviter la violence, à tout prix, etc. Bon, je leur disais, la violence, c'est vrai que c'est un échec. Quand on est obligé d'utiliser la violence, c'est le constat d'un échec, ça veut dire que le verbe n'a pas été suffisant. Et moi, j'aime bien utiliser le verbe, convaincre des gens avec des arguments. Mais la violence, c'est parfois un point final. C'est-à-dire ça permet de mettre fin aussi à un problème. Et malheureusement, il y a des cas où on est obligé d'utiliser la violence, même si c'est le constat d'un échec. Donc voilà, mais eux me disaient la violence appelle la violence, etc. Enfin bref, ils étaient dans leur... c'était des catholiques Vatican II. Voilà, mais il y a une perte de virilité, même morale. Et ça, il faudrait la reconquérir. Et en prenant exemple justement sur des peuples qui sont restés debout, comme le peuple serbe, justement. Ce sont des peuples qui sont restés debout, qu'on essaie, là en ce moment, le libéralisme politique et économique est en train d'essayer de détruire la Serbie.
c'est d'ailleurs le plus grand ennemi là, qui est en train d'arriver. Hein. La Serbie est venue à bout de tous ses ennemis, hein. Les islamistes, hein, les Turcs, les communistes. Je pense que l'orthodoxie et le monde, en particulier le monde slave, mais j'espère y associer aussi la France et l'Europe occidentale, je pense, sont les seuls qui ont montré qu'ils étaient capables de résister au plus grand danger qui est l'Union européenne. Et pour les années futures, je pense que ce sont les seuls, ou en tout cas les premiers, ce seront ceux qui seront à la pointe de la lutte, je pense. Ils l'ont toujours été et ils le seront encore. Mais même, je vois même en Serbie aujourd'hui, hein, ils sont en train d'essayer. Là, la Belgrade est en train d'être modifiée, il y a des gens du Golfe qui sont en train d'arriver, de changer certaines choses. Voilà, il y a, comment dire, les équipes de basket, ils sont en train de vous mettre des tchorni, des noirs, voilà. Ça a commencé. Petit à petit, ils vont vous habituer comme ça, ils vont vous dire, bah, vos enfants, pourquoi pas les métisser, qu'ils appartiennent à un autre peuple, etc. Sur les médias, déjà, les couples qui est métissé, bah, il est à première ligne. Ah oui, je vois ces choses-là qui arrivent insidieusement, de façon perverse. Et c'est bien pire que tout ce qu'on... C'est la plus grande menace qu'on a sur la civilisation européenne. Parce que tu sais, autrefois, il y avait une armée étrangère qui arrivait, qui nous battait. Bon, ok, bataille de Kosovo, les Serbes perdent. Ils sont envahis. Il y a même des viols, etc. On impose l'impôt, etc. Bon. Mais il y a quand même le sentiment national qui reste. Juste pour je te coupe. 500 ans on était sur le Turc, Ouais. 500 ans on s'est battu. Parce qu'il avait les guérillas, Haïdouk s'appelait. D'accord. C'est-à-dire, les plus grosses villes s'étaient occupées. Mhm. Mais les Turcs ne sortaient pas. D'accord. C'est-à-dire, ils assuraient les justes routes. Et les guérillas, les Haïdouks, qui sont attaqués eux permanence. Parce que toutes les caravanes qu'ils avaient transmettre, c'est les Juifs qui avaient les richesses et les Turcs qui sont assurés, qui sont prendre les impôts et tout ça. Et ils ont été agressés par les Haïdouks serbes. C'est pour ça c'est différent. Il n'était jamais envoyé Serbie. D'accord. A priori. D'accord. Moi, il y a un envahissement d'un territoire. En effet, bon, donc toi tu me dis dans le cas serbe, c'était comme ça, d'accord. Mais j'ai envie de dire, même dans des cas encore plus extrêmes, où là ils auraient envahi absolument tout le territoire, de toute façon, ce sont des époques où on pouvait encore faire une reconquista, comme en Espagne par exemple, où on pouvait encore se débarrasser de l'ennemi. Mais là, quand l'ennemi, on considère à cause du libéralisme politique qu'il fait partie intrinsèque de nous, qu'il se métisse à nous, et que sa culture finalement finit par se mêler à la nôtre et même à prendre le dessus sur la nôtre, là ça devient un envahissement qui est plus durable. Parce que les Turcs au moins on a pu les mettre à la porte. En plus tu as dit que c'était pas tout le territoire, mais voilà, ils avaient quelques villes, quelques artères, ça s'arrêtait là, parce qu'évidemment ils ne pouvaient pas contrôler tout le territoire. Mais là, c'est pour ça qu'en fait là, tu as raison d'insister dessus, en fait ce qu'on a c'est bien pire que ce qu'on avait à l'époque. Voilà, il faut essayer de lutter contre ça et je le dis en faisant donc toutes ces choses-là. N'hésitez pas à vous regrouper sur des réseaux sociaux, il faut au moins que ça serve à quelque chose pour une fois. Au lieu de faire des photos narcissiques où vous mettez en scène avec votre copine ou vous-même, c'est bien de temps en temps de rejoindre des groupes et après de se rencontrer. Voilà, moi je fais ça. Groupe de combat, c'est bien aussi. La loi n'interdit pas de faire des groupes de combat. On a le droit de faire des combats entre nous. Voilà, on a encore le droit dans ce pays d'être entre nous. Voilà, de faire ça. Et encore un événement sportif. Voilà. Ouais, il y a des supporters. Voilà, il y a des supporters. Moi, j'ai des amis supporters du PSG, des tas de groupes différents. Il y a quelques nationalistes dans ces groupes-là. Mais voilà, on peut se regrouper et il n'y a aucun problème. Voilà, donc en tout cas, essayez de s'organiser. Et essayer aussi de faire des ponts avec d'autres peuples européens, ça il ne faut pas hésiter, les réseaux sociaux sont encore là, moi j'ai des liens avec les Italiens, avec des Italiens de Casa Pound, j'ai pas accentué, j'ai pas insisté dessus parce que là en France en ce moment je suis occupé pour l'histoire française, mais voilà, on pourra faire avec l'Europe de l'Est, mais je pense qu'il faut prendre la conscience d'une identité européenne, nous avons une civilisation européenne, et voilà, donc évidemment on s'occupe avant tout de nous, dans notre cas nous nationalistes français de la France, mais il faut prendre exemple sur les autres, il faut échanger avec les autres, et parce que peut-être qu'un jour il y aura besoin peut-être même d'avoir des renforts, ou même de venir en renfort, on ne sait pas, hein, les choses, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Donc je ne fais pas d'appel à la violence, je fais des appels à l'autodéfense. D'ailleurs par rapport à ça, moi j'appelle aux gens à savoir quand même manipuler une arme, en tout cas essayer voilà, alors ça c'est pas forcément évident, mais quand même d'essayer de travailler ces choses-là.
Parce qu'aujourd'hui, voilà, les choses vont... La violence va éclater, hein, la guerre civile va éclater, ça c'est certain. C'est pas ça le seul suspense, c'est pas de savoir si ça va éclater, c'est de savoir quand est-ce que ça va éclater. Mais c'est certain que ça aura lieu, parce que vous pouvez pas avoir une culture et une autre culture, donc deux cultures cohabitantes, dont aucune ne décide de changer. C'est-à-dire, tu as ta culture, j'ai la mienne, on vit sur un même territoire et tu ne veux pas en changer, moi non plus, et à un moment donné tu veux prendre l'hégémonie culturelle, forcément ça va finir par un conflit. Ça ne peut que finir en conflit. Ou alors c'est parce qu'il y en a un qui se sera couché. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est pas quelque chose d'éternel. Là en ce moment c'est vrai que l'islamisme est en train de prendre du terrain, mais je pense pas que ça va être quelque chose d'éternel. À un moment donné il y aura une ligne rouge qui sera dépassée. Là, pour moi, il y a déjà, de mon point de vue, des lignes rouges dépassées, mais pas du point de vue majoritaire. À un moment donné, il y aura la ligne rouge. Le Liban, il y a eu la ligne rouge à un moment donné qui a été dépassée. Et ils ont eu le même problème d'immigration sauvage. Hein. Ils ont eu une masse de Palestiniens qui sont arrivés. Donc à un moment donné, ça a mis le feu aux poudres. Alors certes, c'est vrai qu'une guerre civile, c'est dommage. C'est un énorme problème. Parce que ça détruit le pays. Et les armées étrangères, les puissances étrangères, à commencer par les États-Unis, ont un intérêt, évidemment, à ça. Mais à un moment donné aussi, on ne peut pas se laisser détruire par une culture allogène, une culture qui est interne au territoire. Là, on a encore eu Rachid Nekaz, l'agent algérien, le millionnaire algérien qui voulait faire burkini, faire défiler des femmes en burkini à Cannes, voilà, pour évidemment nous déstabiliser. Voilà, on a des agents de déstabilisation venant de l'étranger qui veulent nous détruire. On ne peut pas les laisser faire sous prétexte, non, parce que là je réponds à Ali Sourat, hein, à Alain Soral qui nous dit surtout éviter la guerre civile, éviter la guerre civile. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, quand vous avez des gens qui sont en train de vous détruire ou quelqu'un qui est en train de vous frapper, vous allez rester assis en disant « Ah non, je ne veux pas de guerre civile, car ça ferait le jeu des étrangers, des puissances étrangères. » À un moment donné, vous êtes obligé de réagir. C'est vrai que c'est dommage. En effet, notre pays est passé donc en quelques années de la 4e à la 6e puissance mondiale. On passera peut-être à la 12e après la guerre civile, c'est vrai, c'est très dommage. Le PIB va s'effondrer, etc. Mais on est malheureusement à cause de l'incompétence et de la trahison de nos hommes politiques, de leur corruption. Oui. On est dans cette situation, on n'aura pas le choix. Donc il y aura besoin d'un nettoyage interne. C'est ce qui aura lieu en tout cas. Je le regrette, mais encore une fois, ce sera des choses auxquelles on ne pourra pas échapper. Merci bien, cher ami. Merci pour notre invité. Je vous remercie, merci à vous. Vive la France, vive la Serbie et vive la Sainte Église orthodoxe serbe. Merci bien.